Sunday Production. Ce que je me suis rendu compte sur la RAF aussi, c'est qu'en fait quand on a des bonnes jambes, il faut les utiliser. Et du coup j'ai fait, je pense, 5 minutes, pas à bloc mais en danseuse tout le long. J'avais une technique rigolote, c'est que pour savoir s'il était derrière moi, j'éteignais ma lumière. Si je voyais devant, c'est qu'ils étaient derrière. Et si je voyais plus rien, c'est que je les avais distancés. Et du coup au bout d'un moment j'ai éteint, il n'y avait plus de lumière. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300, ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Simon Savre aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour. J'ai presque envie de te demander, est-ce que tu vas t'endormir pendant cet épisode ou pas ? C'est probable. C'est fort probable. Ouais, je sens la fatigue qui commence à bien arriver. Là, tout à l'heure, je suis allé prendre une douche et sur le chemin, j'aurais pu tomber et m'endormir sur le trottoir sans souci. Alors, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, pourquoi je pose cette question à Simon ? C'est parce que, tout simplement, depuis quelques minutes, Simon est arrivé à Mandelieu-la-Napoule et c'est le vainqueur du 1000 km, puisqu'il a parcouru précisément 1141 km en 59 heures, 36 minutes et 30 secondes. Donc, on parlera du sommeil tout à l'heure, mais voilà, c'est notre grand vainqueur du 1000 km qui partait de la ville d'Anglet jusqu'à Mandelieu-la-Napoule, où nous nous situons sur la ligne d'arrivée. Donc moi j'ai déjà félicitations, bravo. Merci. Parce que Merci vous beaucoup. êtes vraiment tiré la bourre, on peut dire ça, une vraie bagarre. De ce que l'on m'a dit, une vraie attaque même, dans une côte pour distancer le second, qui est quelqu'un de connu dans le monde de l'ultra-distance, qui a un énorme palmarès que j'ai eu la chance d'accompagner moi aux États-Unis lors de son record, c'est Jean-Luc Pérez, deuxième, donc à 1h10 précisément, sur 1141 km, c'est très clairement rien du tout. Et puis le troisième, Émilien Bouillon, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps non plus et qui a mis lui 61h 54 minutes et 30 secondes. Alors déjà bravo et puis parle-nous de ces 59h 36 minutes et 30 secondes, comment tu les as vécues ? Et déjà j'avais, avant même le départ, très envie de démarrer la course. Ça faisait depuis mars que j'avais ça en tête et en fait dès le début je me sentais prêt, donc les jambes ont déroulé dans l'école des Pyrénées, donc je me suis vraiment régalé. Je suis peut-être allé un peu trop vite, je pense d'ailleurs. J'étais un peu euphorique, les jambes étaient vraiment très bonnes, il y avait la file de gens, donc on se laisse aller, on a envie de les rattraper, voir toutes les petites lumières devant nous. Et après, j'ai senti qu'à partir de début du Tourmalet, là, il a commencé à faire chaud, j'ai commencé à me dire « Ah, bon en fait, là Simon, t'es peut-être déjà parti un peu trop vite », mais je me suis pas affolé et je me suis dit « Bon, ralentis » et donc petite pause à la base de vie. Chez Octave, très très bel endroit, j'ai beaucoup aimé le cadre. Et après, j'avais pas trop de notion de où est-ce que je me situais dans la course, c'est dur à savoir justement... vu qu'on part tous décalés. Ouais, et puis c'est dur de manipuler son smartphone, accéder à l'application, vérifier le classement, les temps intermédiaires, ou alors les petits points sur la carte, tout ça n'est pas facile du tout. On reviendra sur l'épreuve en elle-même, mais donc il y a déjà une certaine expérience, parce que tu es finisher du 500 km l'année passée. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui t'a décidé, à faire de l'ultra-distance en vélo, et 2, à revenir sur la RAF 1000 km ?
Bon, en fait, à la base, moi, je suis plutôt du triathlon et de la course à pied, et notamment beaucoup de course à pied. L'année dernière, j'ai fait un marathon et des 10 km. Et en fait, je me suis rendu compte que la course à pied n'était pas faite pour moi parce qu'en fait, je me blessais tout le temps. Et à côté de ça, j'adore le vélo, mais en fait, j'étais dans un club de course à pied et je ne pouvais pas en faire à fond parce que j'avais des entraînements de course à pied. Et du coup, en mars, quand je me suis blessé sur un 10 km, je me suis dit, bon, allez, inscris-toi à la RAF, tu le fais à fond et tu t'entraînes que à vélo. Et du coup, depuis mars, j'ai quasiment pas couru parce qu'en fait, j'ai mal aux pieds. Et j'ai fait que du vélo et en fait, j'adore le vélo, j'en ai tout le temps fait régulièrement, mais là, depuis mars, j'ai en plus de ça quitté mon boulot pour lancer une autre activité qui me permettait de rouler quand j'avais envie. Et j'habite à Chambéry et c'est le paradis du vélo. Donc forcément. Tu peux aller faire du dénivelé là-bas, forcément aussi. Ouais, franchement, pour moi, c'est la région du vélo. Et c'est pour ça que je me suis mis comme ça. Et la prépa pour la RAF, c'était assez facile parce que au début, c'était juste de faire des kilomètres. Je fais pas d'entraînement spécifique, du moins pas pour l'instant. J'ai commencé sur la fin à faire quelques séries. Et en fait, les séries que je fais, c'est assez brut, on va dire, mais c'est juste, je me mets 5 minutes debout, 5 minutes assis, 5 minutes debout, 5 minutes assis. Tu sais que certains vont noter tout ce que tu dis, hein, et vont dupliquer. Hein. Et je me suis rendu compte que c'était, en tout cas pour l'ultra, quelque chose qui m'a bien servi parce qu'en fait, on a souvent des douleurs et le fait de pouvoir se mettre en danseuse longtemps, ça permet de soulager justement un peu le genou. Le fait de pouvoir rester assis, ça permet de soulager un peu les poignets. Et en fait, cette alternance, je pense que c'est assez bénéfique pour l'ultra parce qu'en fait, il faut savoir changer de position tout le temps. Et du coup, c'était un peu la manière dont je me suis entraîné. Un volume qui est, je crois que j'ai fait 5 ou 6 000 km cette année. Avant le départ. Avant le départ. Et pourquoi le 1000 km ? Pourquoi te challenger sur 1000 km avec les Pyrénées ? Parce qu'il y a quand même un gap entre 500 et 1000. Ouais. Donc voilà, en fait, les gens qui sont sur le 1000, on demande une certaine expérience que tu as validée, hein, que tu as prouvé avec ton statut de finisher du 500 km. Mais 1000, à travers les Pyrénées, il y a quand même un dénivelé important. Qu'est-ce qui t'a excité le fait de dire, allez, je vais sur 1000 km ? Déjà, moi, le premier truc qui m'a attiré, c'était de faire le Biarritz-Nice. J'adore le Pays Basque, traverser les Pyrénées, le Ventoux. C'est vraiment, déjà, c'est le parcours qui m'a intéressé en premier lieu. Et après, c'est sûr, j'avais fait le 500, donc je me dis, autant passer à 1000. Par contre, là, je me dis pas que je vais faire le 2500 pour l'instant. Mais tu dis ça tout de suite, on en parlera dans quelques jours, mais je peux comprendre, il y a la fatigue qui s'installe. Tu nous expliques un peu ta préparation, comment tu t'étais organisé, mais parle-nous de ce départ. On est d'accord que le timing du départ avec le coucher de soleil était formidable quand même. Ouais. Le départ Anglette, on a eu beaucoup de retours sur ce départ. Alors nous, forcément, nous n'étions pas concentrés comme toi tu pouvais l'être parce qu'on n'avait pas 1000 km à faire, en tout cas en vélo. On allait les faire en voiture. Mais nous, on a vécu un départ extraordinaire sur un bord de mer avec un coucher de soleil fantastique, des départs toutes les 30 secondes, une super ambiance. Toi, en tant que participant, comment tu l'as vécu ? Justement, alors moi je suis parti à 22h53, donc le soleil était déjà couché. Mais en fait, je faisais la sieste juste à côté, là, j'avais un logement avec un copain. Et je regardais le live, et en fait, dès que j'ai vu le live, j'ai dit à ma copine, viens, on y va, on va le voir, c'est trop beau. C'est vrai quoi, le cadre était magnifique, l'ambiance était géniale, et du coup, le départ de nuit, avec les couleurs encore présentes, c'était génial. Et ça participait au fait que j'avais encore plus envie d'y aller, parce que j'étais excité, j'étais prêt. Et c'était un très très beau moment. Le départ fait partie des meilleurs moments d'ailleurs de la course. Bon, merci. Un grand merci pour ce retour. Je ferai le feedback aux équipes. Mais comment est-ce que tu as vécu le départ justement ? C'est-à-dire il y a l'excitation, tu pars. Est-ce qu'on voit toutes les petites lumières devant ? Est-ce que tu t'es senti grisé ? Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais parti un peu vite peut-être. En tout cas, tu t'étais posé la question. Et à quel moment tu t'es retrouvé rapidement en tête d'épreuve ? À quel moment en fait tu t'es retrouvé dans le groupe de tête ? Parce que je précise, vous êtes vraiment fait la bagarre jusqu'à il y a quelques heures encore pour remporter ce 1000 km. Il n'y a qu'une heure, 1h10 qui vous sépare après 1000 km. Chez les 2500 km, ils sont 3 aussi en 3h30, c'est très serré. À quel moment tu as pris la tête de l'épreuve et qu'est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que tu t'es dit, bon, je suis peut-être parti trop vite ? Voilà, comment tu as vécu ces émotions au moment de te retrouver devant plus de 350 coureurs ? Ouais. Alors déjà, par rapport au départ, effectivement, je trouve le fait de partir les uns derrière les autres. Enfin, moi, je vois une lumière, j'ai qu'une envie, c'est de la rattraper, de
d'avancer. Au final, au bout d'un moment, il n'y avait plus beaucoup de lumière devant à rattraper. Et c'est justement un moment qui est un peu compliqué parce que quand il y a des lumières devant, ça occupe, on ne pense pas forcément à autre chose. Et quand on se retrouve avec plus d'objectifs devant, là on se dit voilà, maintenant la course elle va être un peu différente. Et il y avait quand même des gens encore devant moi au Spandel. Et je pense qu'il y avait peut-être 3-4 personnes. Et en fait avec les 3 qui finissent sur le podium à l'arrivée, on s'est vraiment vu que à partir de cette nuit en fait. Parce qu'ils étaient partis quand même longtemps avant moi, donc il y avait 1 heure et demie d'avance. Et du coup j'étais tout le temps derrière eux. Et c'est cette nuit où on s'est retrouvés ensemble. D'un coup on était les trois côte à côte. Et du coup on discutait, je leur demandais voilà, c'est quoi ta stratégie du sommeil. J'ai même pris des conseils avec... Parce que du coup, effectivement, Jean-Luc. Alors, est-ce que tu connaissais Jean-Luc? Non, je ne connaissais pas du tout. Donc tu savais. Donc tu te retrouves en tête. Vous êtes 3 sur un 1000 km sur SE Cross France. Et en fait, tu ne sais pas à ce moment-là qui est Jean-Luc Pérez. Ce qui je rappelle à une expérience de dingue. Et justement, alors, tu parlais du sommeil. Qu'est-ce qu'il t'a partagé? En tout cas, toi, qu'est-ce que tu as appliqué sur le sommeil? Comment est-ce que tu as dormi sur ces 1000 km et comment tu as géré ta stratégie, ce respect de la règle des 4 heures toutes les 36 heures? Ouais, alors ça c'était la grosse question à la base de cette aventure parce qu'en fait sur le 500 j'avais pas dormi, il n'y avait pas besoin. Là sur le 1000 je savais pas du tout comment j'allais faire. Il y a quelqu'un qui avait fait un 1000 bornes qui m'a dit tu dors 1h30 la deuxième nuit ça suffira. Le problème c'est que après la base de vie de bannière de Bigorre, j'ai une grosse douleur au genou qui m'a énormément ralenti. J'ai dû régler mes cales pour essayer de trouver une bonne position et ça marchait pas forcément. Du coup, j'avais presque envie d'abandonner parce que la douleur était vraiment très très forte. Et j'ai appelé un copain qui a tout le temps des douleurs au genou, qui fait énormément de vélo. Et il me dit, si tu as bien réglé ta cale, tu dors 4 heures et il y a moyen que demain tu puisses repartir. Et donc j'ai exactement fait ça. Je me suis couché... je sais pas, je voulais aller jusqu'à Carcassonne, j'ai pas réussi, j'avais trop mal, donc je me suis couché un peu avant. J'ai dormi 4 heures, donc c'était pour moi beaucoup trop, mais de toute façon c'était ça, soit j'arrêtais. Et le lendemain, quand je me réveille, je vois que la douleur est pas pire, et au bout de 2 heures, beaucoup moins de douleur, donc au final, bonne solution. Et après pour la suite de la course, du coup, j'ai pris les conseils de Jean-Luc et Emilien, qui me disait qu'il faisait des micro-siestes de 7 minutes pour Jean-Luc et 11 minutes pour Emilien. Et c'est hyper précis. Ouais, ça peut pas, je sais pas fais pourquoi, une sieste de 10 minutes ou de 15 minutes, mais à 7 minutes et 11 minutes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, du coup, j'ai fait 6 minutes. Je veux gagner. Et je vais faire moins. Moi, je vais faire moins que Jean-Luc, 6 minutes. Et du coup, j'ai appliqué ça. Les gens qui nous écoutent doivent halluciner. C'est-à-dire comment tu gères ton sommeil. Moi, justement, je trouvais ça vraiment... Des micro-siestes de 6 minutes sur 1000 bornes. Je trouvais ça vraiment hallucinant. Est-ce que ça a marché sur toi? Est-ce que tu arrives à t'endormir en 6 minutes déjà? Et alors justement, moi cette nuit, après saut, je voulais m'arrêter 45 minutes pour faire une sieste. Et en fait, je me suis arrêté, mais j'étais pas fatigué. Du coup, je suis resté là, les yeux ouverts, et après j'ai vu que les autres repassaient, donc je me suis dit vas-y, j'y retourne. Et par contre, 5 heures plus tard, là j'étais vraiment fatigué. Et je me suis allongé près d'un Super U. Et les 6 minutes, je pouvais presque les décrire. J'avais l'impression que je sentais une énergie dans mes jambes qui venait un peu faire des trucs. Et j'ai l'impression qu'en 6 minutes, il y avait 1 minute, ça s'occupait des jambes, 1 minute, ça s'occupait de la tête. Et c'était vraiment ultra bénéfique. Et quand le réveil sonnait, je me relevais et pendant une demi-heure, j'avais la patate. Après, forcément, on retrouvait un peu des complications. Mais la ça force du mental. Ouais, non, c'est vraiment... La force du mental est incroyable. Et parle-nous de ton attaque alors. Attaquer Jean-Luc Pérez à quelques kilomètres de l'arrivée, et ça l'a mis KO. Hein. Tu l'as mis dans le rouge très clairement. Jean-Luc Pérez est arrivé très fatigué. Alors nous, on a du suivi sur le sommeil. On savait que vous étiez dans le rouge tous les deux, parce qu'on vous suit, on suit les datas. Et on fait passer des messages aux bases de vie en disant attention à tel coureur qui arrive, vérifiez qu'il est bien conscient, que tout va bien. Et vous étiez tous les deux dans le rouge, c'est à celui qui allait craquer le premier. Ouais. Et effectivement, Jean-Luc a craqué le premier, puis ensuite c'est relevé parce que tu as fait la différence. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand tu as vu que tu commençais à prendre de la distance et qu'il ne pouvait pas accrocher ta lumière, parce que je le rappelle, le drafting est interdit, est-ce que ça t'a donné encore plus envie d'accélérer ou est-ce que tu as géré? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était donc à 3, il y avait même Eric. À ce moment-là, je discutais Eric avec... effectivement, du 2500 km. Qui a été témoin de l'attaque, d'ailleurs. Ouais, je discutais avec lui. Et en fait, à un moment, on a un peu raté la bifurcation. On a fait demi-tour, on s'est retrouvé pile dans un pétard. Et en fait, j'avais des bonnes jambes à ce moment-là. Et ce que je me suis rendu compte sur la RAF aussi, c'est qu'en fait, quand on a des bonnes jambes, il faut les utiliser.
Et du coup, j'ai fait, je pense, je sais pas, 5 minutes, pas à bloc, mais en danseuse tout le long. Et en fait, j'avais une technique rigolote. C'est que pour savoir s'il était derrière moi, j'éteignais ma lumière. Si je voyais devant, c'est qu'ils étaient derrière. Et si je voyais plus rien, c'est que je les avais distancés. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai éteint. Il n'y avait plus de lumière et j'ai fait bon voilà, et maintenant il faut continuer. Ça c'est la technique du vieux briscard. Ça c'est une technique de vieux briscard parce que j'ai connu cette technique sur un Bordeaux Paris mais il y a plusieurs années de ça où effectivement il y a une personne qui était dans un groupe de tête, je partage cette anecdote, on était dans le groupe de tête et la personne qui nous attaquait sur un ravitaillement a éteint sa lumière pour ne pas qu'on le voit justement partir. Et c'est comme ça qu'il a pris 1 minute 30, on s'en est rendu compte au bout de plusieurs heures, il a pris 1h30 sur nous au bout d'une vingtaine d'heures. Et on est revenu, quand on s'est rendu compte, on a accéléré forcément et on est revenu qu'à 10 minutes de lui. Mais il a bien joué le coup, il avait gagné Bordeaux-Paris, c'était en 2014, il y a 10 ans de ça. Et une technique de vieux briscard, bien joué, well done. Merci. Et puis quand on arrive et qu'on se rend compte que là, la victoire est là, que ça peut le faire, là c'est pareil, est-ce que tu as été envahi d'émotion ou est-ce que tu étais plutôt focus ? Alors, déjà, j'y ai pas cru tout de suite parce que dans les gorges du Verdon, à un moment, j'ai regardé le tracking et moi, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et je vois que les deux étaient juste derrière moi. Et du coup, dans ma tête, je me dis « Oula, ça va pas le faire là, Simon ». Et je pense que c'était peut-être pas forcément le bon tracking où j'ai mal regardé. En fait, j'étais encore loin. Et c'est juste à 1 heure de l'arrivée que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bon. Et du coup, à ce moment-là, j'étais forcément content. Et après, c'était du plaisir. J'ai pu faire le tanneron sans me mettre à bloc aussi. Ça, c'était cool. Même si au final, je l'ai bien monté parce que j'avais envie de donner mes dernières forces. Mais oui, après, quand on passe l'arrivée, il y avait ma copine en plus qui était présente. Donc c'était super cool de la voir, de savoir que j'allais enfin pouvoir arrêter de pédaler. Et ça représente quoi pour toi de gagner le 1000 km ? Déjà, est-ce que tu réalises un peu, parce que vous étiez la distance la plus, avec le grand nombre de participants, 350 participants sur le 1100 km, et donc tu remportes celle-ci. Ça représente quoi quelques heures après être arrivé ? Tu n'as peut-être pas encore vraiment réalisé, mais... Alors ce dont je suis content, c'est parce que typiquement je parlais de pourquoi je me suis inscrit à la race, parce que j'ai abandonné sur un 10 km à cause d'une blessure que j'avais bien préparée. Et là en fait cette RAF, j'avais fait un tableau Excel avec des allures. J'avais dit que je voulais mettre moins de 60 heures. Et en fait, c'était un peu l'idée de bien connaître son corps. Ça fait longtemps que je fais du sport et je voulais justement voir est-ce que je me connaissais vraiment, est-ce que je savais me gérer, est-ce que j'étais capable de faire ce que je voulais faire. Et du coup, certes, c'est sûr, je suis content de gagner, c'est toujours cool. Mais c'est surtout de savoir, je me connais vraiment d'un point de vue sportif. Et je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et de réussir quasiment à la lettre le projet que j'avais plus ou moins écrit. C'était vraiment ça le côté positif de cette aventure aussi, quoi. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans le plan que tu avais écrit ? Les temps de pause, les temps de vélo, les moyennes, c'est quasiment, c'est presque à la virgule près. Tu as des datas d'ailleurs à nous donner, je sais pas, des watts, ce genre de choses ? Je les ai pas regardées. Tu les as pas regardées ? Mais je sais que je crois que j'ai fait 23 ou 24 de moyenne en vélo. Après, vu qu'il y a des pauses, c'est moins rapide. Ce qu'est la moyenne du vainqueur du 2500 km, sans les pauses, comme tu viens de le décrire, c'est la moyenne du vainqueur du 2500 km. Ça augmente encore sa performance, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, tu es dans ces temps. Je suis pas encore là, ça c'est sûr. Mais non, en tout cas, oui, dans tous les cas, je suis très content d'avoir fini déjà. Parce que on n'est jamais à l'abri. Et c'était surtout l'objectif pour moi de réussir à faire une course, de faire une course pleine, de prendre du plaisir. Parce que je pense qu'il y a quand même plus de moments difficiles que de moments de plaisir. Mais j'ai quand même eu des super beaux souvenirs, super beaux paysages. Alors le parcours, parle-nous de ce parcours et notamment aussi de cette descente du Grand-Duc où tu as la mer face à toi. Ouais, alors la dernière descente, elle est un peu dangereuse, mais elle est géniale. On arrive ici, en plus il y a des super belles maisons, on se dit c'est les vacances, je vais pouvoir me reposer. Elle est un peu dangereuse effectivement parce que tu as des virages qui t'entraînent un petit peu sur l'extérieur. Ouais. Mais non, et le parcours, alors j'ai énormément aimé le Spandell parce que je suis arrivé au moment où le soleil se levait et c'était juste magnifique. Après, c'est dur de se rappeler, j'ai l'impression que je sais même plus des fois par où on est passé. Ouais. Mais le Ventoux aussi c'était un bon moment, même si en haut c'était bouché, mais quand je montais... Vous l'avez fait de nuit ? Non, je l'ai fait à 19h, 20h, hier soir, coucher de soleil.
Et globalement, c'était plus ou moins planifié comme ça, mais globalement, j'ai fait tous les cols de jour, les descentes dangereuses à part les premières, forcément de nuit. Mais non, globalement, j'ai eu de la chance, du beau temps, un peu de vent de face, mais bon, ça c'était pour tout le monde. Mais non, très, très, très beau parcours. Et les bases de vie, parle-nous de ces bases de vie. Alors, c'est une particularité de notre concept de Race Cross Series avec des bases de vie tous les, en fonction du dénivelé aussi. Octave, on n'était pas au-delà de 300 km, mais généralement, on essaie de les positionner tous les 400 à 600 km. Donc, tu avais 3 bases de vie. Une qui était positionnée juste après le mythique Tourmalet. Ensuite, on avait une base de vie donc chez Octave, dont tu parlais. Ensuite, on avait Pézenas. Et puis, on avait Sceaux, juste après le Mont Ventoux. C'est pareil, est-ce que tu t'es arrêté longtemps? Quelle était ta stratégie sur les bases de vie? Alors, les bases de vie, je pense que j'ai dû m'arrêter entre une demi-heure et 45 minutes à chaque fois. J'ai pas dormi sur les bases de vie. Ma stratégie, c'était vraiment de manger, de me nettoyer un petit peu et parler aussi un peu avec des gens parce que ça, je me suis rendu compte que ça fait du bien parfois. Ouais, ça fait du bien de parler avec des gens, de discuter un peu d'autres choses parce qu'il y a des bénévoles qui comprennent pas forcément aussi qu'est-ce qu'on fait là. Je leur demandais si vous nous trouviez fous et quand ils disent oui, bah tu dis bah ouais, vous avez raison. Mais non, les bases de vie étaient superbes. Chez Octave, j'ai énormément aimé parce que je suis adepte de café, de beaux matos aussi. Je suis un grand fan passionné de matos de vélo aussi, donc j'ai même pu faire un petit tour pour voir ce qu'ils avaient à proposer. Est-ce que tu as voulu repartir avec le vélo contre la montre de Non, Mirail, je pense que récent vainqueur du chrono et champion de France en chrono, où son vélo d'entraînement est exposé chez Octave? Ouais, non, je pense qu'il m'aurait plus desservi qu'autre chose. La position pendant 700 bornes qui devait rester, j'aurais pas tenu. Effectivement, un beau vélo Van Dressel. Et puis, c'est arrivé, voilà. Quand on réalise, est-ce que tu as réalisé ce que tu avais fait ou pas encore? Oui, j'ai réalisé que j'avais fini la RAF 1000 et ça, c'est un bon point. Ça, c'est cool. Après, je pense que là, à chaud, non. Il fallait dormir maintenant. Je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, déjà, je pense que je serais encore plus content parce que je suis déjà content. Mais je pense que tu réaliseras probablement aussi en venant samedi à la remise des médailles, du trophée, de voir tout ce monde qui va forcément être présent et là et écouter un peu ton parcours. Donc là, tu vas commencer, je pense, à prendre conscience. Mais parle-nous aussi de ton matériel, ton vélo. Quel type de vélo tu avais? Parce que c'était un vélo confort, performance. Comment est-ce que tu l'as équipé? Où est-ce que tu as placé tes sacoches? Alors, j'ai un Canyon Ultimate qui est équipé avec un SRAM Red en électrique. Et j'ai fait le choix de partir light. Et du coup, pour partir light, j'avais beaucoup de choses quand même sous mon maillot, et notamment les vestes. Parce qu'en fait, alors tu partais light dans les sacoches, mais tu as préféré mettre les textiles sur toi? En fait, je voulais pas une grosse sacoche arrière. En fait, c'était ça. J'aime pas en fait les sacoches arrière, esthétiquement déjà, mais je trouve que ça ballotte et je prends beaucoup moins de plaisir à rouler. Du coup, j'avais mis mon imperméable et mon matériel de réparation à l'arrière. La sacoche du milieu, c'était quasiment exclusivement de la nourriture. J'étais blindé tout le temps de nourriture parce que je sais que je mange beaucoup sur le vélo et on m'a toujours dit il faut bouffer tant que tu peux. Donc je mettais tout le temps, il fallait qu'elle soit remplie, sinon je me sentais pas bien pour rouler. Et après, j'avais une sacoche sur le top tube un peu pour toute la partie électronique, téléphone et tout ça. Et après, tout le reste était un peu sur moi, dans les poches. Et alors l'alimentation, ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu étais sur quel type d'alimentation? Sucré, salé? Tu as varié? Qu'est-ce que tu avais dans ton top tube? Alors j'avais dans ma petite sacoche, j'avais tout le temps des bonbons Haribo. Genre ça c'était la chose. Le secret de l'ultra distance. Non mais c'est le beurre de cacahuète plaisir, ou les bonbons Haribo. Et après j'ai beaucoup mangé au début des Barcliff, après j'en pouvais plus. Après j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé? À un moment j'ai mangé des saucissons, mais au final je l'avais déjà fait une fois et là je sais pas, ça passait pas bien. Après quelques pâtes de fruits, j'ai mangé des crêpes Waouh. Mais je crois que j'ai mangé au moins 6 trucs différents. Il y a un truc en particulier qui te faisait vraiment envie pendant la course? Tu sais, parfois on parle de fringales et on se dit, on voit des trucs un peu passer, tu vois. Et est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment fait envie? Et là, dans quelques minutes, c'est la première chose que tu vas aller t'acheter, tu vois. Ah, alors oui, maintenant oui, j'ai envie des frites et une pièce de viande, c'est vraiment ce qui me donne envie. Et par contre, bizarrement, pendant la course, à un moment, je me suis arrêté dans une épicerie et je me suis acheté une boîte de carottes râpées et c'était trop bien. Genre, j'avais super chaud. Et j'ai mangé une boîte de carottes râpées et c'était vraiment le meilleur truc que je pouvais manger à cet instant-là. Mais voilà, le secret des champions. Non mais ouais, c'est quoi la suite pour toi? C'est-à-dire demain, après-demain, la semaine prochaine, c'est quoi tes futurs objectifs, tes projets sportifs? Comment tu
Comment Et tu vas vivre ça? là, je vais regarder le Tour de France. Pendant un mois, je pense que je vais pas forcément trop ressortir le vélo, prendre le temps de profiter. Après, je me suis pas refixé d'objectif tout de suite. Là, je vais prendre le temps de trouver un truc qui me botte. Je pense que je referai des ultras sur un vélo distance entre 500 et 1000, je pense, pour l'instant. Et après, la course à pied, à voir si je reprends. Mais en tout cas, je me prends énormément de plaisir à rouler. À Chambéry, j'ai créé une petite communauté aussi de gens qui roulent. Et ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec des gens qui ont la même passion. Et tant que je m'éclate là-dedans, je vais continuer à faire ça. Après, pas de projet particulier en tête. Bon, très cool. J'ai vu que tu avais une tenue particulière également. C'est la communauté dont tu parles, c'est un club. Parle-nous de ça. Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai quitté mon boulot justement pour me lancer là-dedans. Ça s'appelle Monsieur Bike. Donc c'est une communauté justement de passionnés de vélo. Donc il y a Monsieur Bike et Madame Bike. Est-ce que Madame Bike est derrière moi? Ouais, Madame Bike, c'est également ma copine. Et en fait, c'est plusieurs choses. Il y a la partie donc, communautaire où justement on essaie de rassembler des gens autour de la même passion. Notamment là, il y en a pas mal qui font de l'ultra à la 500. J'ai vu plusieurs maillots effectivement. Ouais, à la 500, il y aura 6-7 personnes. Et surtout dans le mot d'ordre, c'est vraiment plaisir. C'est ça. Mais est-ce que toi tu interviens en termes de coach ou c'est vraiment juste animer une communauté pour se faire plaisir à vélo? Cette partie-là, c'est juste une animation de communauté. Et après, le projet Monsieur Bike dans sa globalité, c'est d'ouvrir justement un café vélo à Chambéry. Et c'est aussi du conseil en achat de vélo. Donc en fait l'idée c'est, j'ai bossé 7 ans en tant qu'ingé dans des marques de vélo et je me suis rendu compte que c'est très compliqué de trouver le vélo qui va bien pour la pratique qu'on veut, le budget qu'on veut et du coup j'aide les gens, c'est comme un personal shopper on va dire, mais pour le vélo. Et génial. En fait, est-ce qu'il y a un site sur ça? On peut te suivre sur un site, un réseau social, Instagram, Facebook, où est-ce qu'on peut te suivre? Toi, où est-ce qu'on peut te suivre? Et puis Monsieur Bike et Madame Bike, où est-ce qu'on peut vous suivre? Monsieur Bike, c'est simple, sur Instagram vous tapez Monsieur Bike ou sur internet vous tapez monsieurbike.com et il y a toutes les infos. Génial. Ah, c'est un beau focus. Non mais ça c'est très très cool. Écoute, c'était un vrai plaisir pour nous de t'avoir sur l'événement. Voilà, vraiment bravo pour ta performance. Merci. Simon, parce que ça reste déjà être devant Jean-Luc Pérez qui est quand même vainqueur de Race Across Switzerland, vainqueur de Race Across France 2500 km avec assistance où il avait pris le record, recordman de la traversée des US en duo. Bref, voilà, on pourrait faire tout un palmarès. J'ai eu l'occasion de l'avoir également sur le podcast pour qu'il nous partage son parcours. Je vais te laisser le mot de la fin, Simon. Voilà, quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui étaient sur la Race Across France, qui sont sur la Race Across France même au moment où on se parle et qui n'ont pas terminé, et aux autres personnes qui écoutent et qui aiment les sports outdoor, quel message tu voudrais leur faire passer? Je voulais déjà remercier vraiment toute l'équipe organisatrice parce que ça s'est très bien passé pour moi et je pense que pour la majorité des gens qui sont sur le parcours, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des bons souvenirs. Et le message que je voudrais passer, c'est vraiment essayer de sortir souvent un peu de sa zone de confort. Je trouve que c'est quelque chose qui fait grandir. Et on apprend beaucoup sur soi et même sur les autres. J'ai fait des belles rencontres, notamment Jean-Luc avec qui on a discuté. Et on a quand même pas mal de points communs. On n'a certes pas le même âge, mais voilà, c'est des rencontres. C'est aussi l'objectif du sport, c'est de se découvrir soi, mais aussi de découvrir un peu les autres. Donc c'est ça un peu le message que j'aurais à passer. Un grand merci, c'est génial tout ce que tu me dis, ça me motive encore plus toute l'équipe, bien évidemment, les bénévoles qui écoutent, à faire encore, de continuer dans cette bienveillance, de vous accueillir et de vous voir repartir aussi pour relier l'arrivée. Donc merci Simon, bon repos et puis à très bientôt j'espère sur une de nos organisations. Merci à toi. Bonne nuit. Alors cet épisode, il vous a plu? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.